Certains offrent le luxe, d'autres du muscle. La taille ne fait pas la puissance. Certains semblent glisser sur l'eau et d'autres tout droit sortis de récits de science-fiction. Personne n'a jamais conçu un engin pareil. Certains sont capables de transporter assez d'énergie pour alimenter 30 000 foyers pendant un an. Et certains sont aussi sophistiqués que pratiques. C'est une incroyable machinerie. Et il en est un qui va même vous retourner dans Navire XXL. Qu'est-ce qui rend un navire exceptionnel? Cela peut être une taille gargantuesque, une puissance hors norme, une technologie de pointe ou sa propension à exciter notre imagination. Dans le domaine de la vitesse, les navires multicoques sont clairement exceptionnels. Les bateaux équipés de plusieurs coques atteignent de plus grandes vitesses, car ils sont plus légers et entrent moins en contact avec la surface de l'eau que les navires équipés d'une seule coque. Leur plus grande largeur leur offre également une meilleure stabilité. Prenons l'exemple du Cat, le ferry le plus rapide d'Amérique du Nord. Le Cat est un ferry multicoque très rapide, inspiré des catamarans, et c'est un des plus grands ferries du monde. Le Cat effectue les liaisons entre Portland ou Bar Harbor, dans le Maine, et Yarmouth, en Nouvelle-Écosse. Il accomplit ce trajet 2 fois plus vite que les ferries traditionnels. Ce bateau est doté d'une puissance exceptionnelle, parce qu'on atteint de grandes vitesses tout en étant chargé de 200 véhicules. Que ce soit des voitures ou des autocars, on peut monter à 40 nœuds en 2 minutes seulement. C'est très impressionnant. Ce navire fait 98 mètres de long, soit un peu plus long qu'un terrain de football, et 27 mètres de large, soit un peu moins large qu'un terrain de football. Il peut transporter 200 voitures et près de 900 passagers. Les coques de ce navire sont en aluminium et lui offrent une meilleure résistance, mais aussi plus de légèreté sur l'eau. C'est l'idée de base de leur conception. Plus de légèreté et plus de puissance. Plus de 38 000 chevaux sont fournis par les 4 moteurs ultra légers du Cat, situés dans les 2 coques étroites du navire. Cette partie de la coque ne fait que 4 mètres de large. Ce n'est pourtant pas la partie la plus large. Vous voyez ainsi à quel point elles sont étroites. Nos coques ne s'immergent qu'à 3-4 mètres dans l'eau, alors que sur la plupart des autres navires, on va à 13-14 mètres, parfois 18, donc c'est très peu. Quand les coques du Cat rencontrent une vague, elles la percent au lieu de la naviguer. Cette tendance stabilise le bateau et réduit son enfoncement. Sa conception lui offre une meilleure hydrodynamique. C'est ensuite au moteur de fournir la puissance nécessaire à la traversée du golfe du Maine. Depuis le pont, l'équipage contrôle les moteurs et les jets correspondants. C'est exactement le même principe que sur un jet ski, mais à plus grande échelle et avec beaucoup plus de puissance. L'eau est introduite dans un conduit par une hélice à haute vitesse de rotation. Et elle est ensuite extraite sous forme de jet. Et c'est ainsi que le bateau obtient toute sa puissance. À vitesse maximale, les 4 jets rejettent environ 18 000 litres d'eau par seconde. À ce rythme, ils pourraient remplir une piscine de taille moyenne en 5 secondes seulement. Les puissants jets d'eau propulsent, mais dirigent également cet incroyable navire. Pour toutes les manœuvres que nous effectuons, nous utilisons les jets en les positionnant dans la direction désirée. Le gouvernail de ce navire de 826 tonnes ressemble étrangement à un jouet. Cette commande est très sensible. Les jets répondent rapidement et de manière très précise à nos ordres.
Le navire est visuellement unique. La forme de ses coques lui donne cet aspect futuriste. Mais une fois à bord, on comprend qu'il est unique visuellement, mais aussi technologiquement. Le constructeur australien du navire, Incat, fabrique des catamarans à grande vitesse depuis 1984. L'entreprise vend aujourd'hui des vaisseaux commerciaux et militaires uniques partout dans le monde. Certains de leurs navires sont encore plus massifs que le Cat et toujours capables de naviguer à 40 nœuds. Que se passe-t-il lorsqu'on ajoute une coque à un catamaran? On obtient un trimaran. En 2008, un trimaran exceptionnel appelé Earth Race effectue le tour du monde en 60 jours, 23 heures et 49 minutes et établit ainsi un nouveau record, battant le précédent de 14 jours. Spécialement conçues pour pulvériser des records, les coques du Earth Race percent les vagues et lui permettent d'affronter les mers les plus agitées du globe en toute sérénité. Ce concentré de technologie de 24 mètres de long et 8 de largeur, composé en majeure partie de carbone ultra léger, est capable de résister à des vagues de 15 mètres. De plus, il est alimenté au biodiesel, ce qui en fait un des engins les plus écologiques au monde. Cet autre navire exceptionnel ressemble plus à un navire en train de sombrer qu'à une merveille technologique. Il se nomme le Flip. Ce navire appartient à la marine américaine, mais sert aux recherches acoustiques de l'Institut océanographique de l'Université de Californie. Le Flip est en mer depuis plusieurs décennies et il est unique en son genre. Nous sommes sur la plateforme de recherche FLIP. Les initiales FLIP signifient Floating Instrument Platform, soit plateforme flottante de recherche. Les chercheurs de l'Institut océanographique ont développé le concept d'une plateforme flottante dont les mouvements à la verticale dans la mer seraient minimisés. Grâce à une petite longueur de flottaison, le bateau pivote à 90 degrés autour d'un axe et 91 mètres du navire se retrouvent sous la surface de l'eau suite à la manœuvre. Il ne reste ensuite qu'une partie émergée de 25 mètres parfaitement stable, quelles que soient les conditions en mer. La plateforme n'est pas sujette au même mouvement qu'un navire traditionnel. Pour les études océanographiques, c'est la meilleure plateforme qui soit. Grâce aux eaux calmes sous la surface, la plateforme reste stable, ce qui permet aux scientifiques d'effectuer des recherches bien plus précises. Le FLIP part régulièrement en mer pour des missions de recherche océanographique qui durent entre 3 et 4 semaines. Au cours de sa mission, les 3 sondes du navire sont déployées et permettent aux scientifiques d'obtenir des signaux acoustiques clairs à plus de 20 mètres de distance, sans aucune interférence provenant du navire. Et le Flip ne produit aucune interférence, car il n'est pas autonome. Donc, lorsqu'il part en mission, il doit être remorqué vers son nouvel emplacement. Sur le port, le Flip repose en position horizontale. Quand on pivote, la partie sur laquelle nous nous tenons est immergée. Toute la partie jusqu'à ce tuyau rouge sera sous l'eau. À l'horizontale, le système de ballast du navire est rempli d'air. Et pour faire pivoter le navire, c'est très simple. Nous expulsons l'air des ballasts qui se remplissent d'eau, et cela a pour effet de faire pivoter et d'immerger les 100 mètres de la proue du navire pour transformer sa poupe en plateforme. L'équipage et les scientifiques se retrouvent ensuite à 30 mètres au-dessus de la surface et peuvent travailler sur une plateforme parfaitement stable. Pendant la transition de 27 minutes, tout l'équipage se trouve sur le pont. Les chercheurs qui travaillent sur le bateau aiment s'allonger sur le pont au moment de la rotation. Et quand le Flip se met à la verticale, il se retrouve aussi à la verticale. Un bateau qui pivote doit être équipé d'un intérieur adaptable. Sur le Flip, vous verrez des équipements inhabituels. Presque tout est en double. Par exemple, nous avons 2 lavabos, plutôt uniques.
Les toilettes, elles, pivotent à 90 degrés. Et voici la douche, qui n'est utilisable qu'à la verticale. On ne sait pas encore comment faire pivoter une cabine de douche. Même les moteurs qui alimentent le navire en électricité sont libres de tout mouvement. Comme la plupart du matériel lourd à bord, les moteurs sont montés sur des tourillons et les réservoirs de carburant sont intégrés à la structure. Nos moteurs pivotent librement. Les tourillons sont également responsables de la rotation des générateurs, des compresseurs, des banquettes et même de la cuisine. Nous entrons dans la cuisine du Flip. C'est un bon exemple de la manière dont fonctionne la rotation des tourillons. Les éléments sont maintenus en position grâce à un simple bouchon, pendant que le Flip est à l'horizontale. Quand le navire s'apprête à passer à la verticale, on retire le bouchon, ce qui va donner une liberté de mouvement à notre élément et permettre sa rotation en même temps que le navire. Les membres de l'équipage doivent également disposer d'un lieu où travailler. Nous entrons dans l'espace de travail principal du Flip. C'est le compartiment où l'équipement scientifique est disposé. Vous remarquerez ces néons sur le côté qui deviendront des lampes de plafond une fois que le navire aura pivoté. Et au-dessus de nous, il y a un bureau qui sera utilisé par les scientifiques. Devant nous, c'est une cabine capable d'accueillir 6 personnes. Quand le Flip est à la verticale, c'est ici que les membres de l'équipage et les scientifiques se reposent et dorment. En fait, il y a 2 flips. Celui à l'horizontale et celui à la verticale. Ce sont 2 machines bien différentes, c'est le jour et la nuit. Lorsque les scientifiques ont terminé leur travail, le retour à la position horizontale se fait grâce à 8 énormes réservoirs d'air comprimés situés dans les ballastes. En 20 minutes, la pression de l'air extrait l'eau des ballastes et permet au Flip de retrouver sa position horizontale. Si vous trouvez le Flip impressionnant, alors que penserez-vous de la plus grande bouteille thermos du monde, capable de transporter assez d'énergie pour alimenter 1 million de foyers pendant une semaine? Certains navires sont uniques, exceptionnels par leur rapidité, leur puissance ou leur taille. Les porte-conteneurs et les pétroliers font partie des plus grands navires au monde. Mais il existe un autre type de supertransporteurs, dont la flotte est actuellement en pleine expansion. On les appelle les méthaniers. Ils ont été conçus pour transporter du gaz naturel liquéfié, une des sources d'énergie dont la demande ne cesse de croître. C'est une source d'énergie populaire dans plusieurs pays du globe, surtout à l'Est, en Europe et de plus en plus aux États-Unis. Le gaz naturel liquéfié est du gaz naturel condensé à l'état liquide. On réduit sa température à moins 160 degrés et il prend ensuite la forme d'un liquide. La liquéfaction réduit le volume du gaz naturel d'un facteur de 600, ce qui signifie que le BW Suez Boston, de 277 mètres de long, peut transporter des centaines de milliers de mètres cubes de gaz naturel à une vitesse de 20 nœuds, soit environ 40 km/h. Ce navire peut transporter 138 000 mètres cubes de gaz naturel liquéfié. Cette quantité suffit à alimenter 30 000 foyers pendant un an, ou 1 million de foyers pendant une semaine. Le gaz naturel sous sa forme liquide n'est ni inflammable ni explosif. Car la liquéfaction rend le gaz naturel stable. Malgré cela, la possibilité d'une fuite, voire pire, d'une attaque terroriste, inquiète les diverses autorités portuaires. Imaginons qu'un avion ou un missile perce un réservoir de méthanier. Le gaz ne brûlerait pas, ni n'exploserait comme une bombe, mais serait relâché sous forme de gaz. Si une combustion se produisait, elle n'affecterait que la zone située autour du navire. Mais ces inquiétudes ont toutefois mené à l'instauration de normes de sécurité spécifiques pour chaque méthanier et chaque port. Ces normes incluent des renforcements de la sécurité autour des terminaux de chargement portuaire. Les inspecteurs montent à bord, testent nos équipements et vérifient que tout est conforme aux normes de sécurité en vigueur.
Les méthaniers sont en service depuis 50 ans, ce qui signifie près de 50 000 trajets. Et il n'y a jamais eu un seul accident à déplorer. Tous les éléments de ces navires ont été conçus pour offrir une plus grande sécurité. Par exemple, ces navires sont tous munis d'une double coque. Sur le BW Suez Boston, la coque extérieure et la coque intérieure sont séparées par un espace de 2 mètres, ce qui limite la probabilité qu'une cuve soit éventrée. Les 4 réservoirs de gaz liquéfié sont entourés d'une double barrière. L'espace entre ces 2 parois est parfaitement isolé par des blocs de mousse de polyuréthane, tout comme l'espace entre la seconde barrière et la coque intérieure. De plus, la double barrière est remplie d'azote gazeux qui empêche toute réaction du gaz liquéfié avec l'oxygène atmosphérique. Malgré une fuite, le navire peut arriver à un terminal en toute sécurité, décharger le gaz et ensuite être réparé. Bien qu'il transporte un chargement gelé, ce méthanier n'utilise aucun système de réfrigération. Le navire et ses cuves sont très bien isolés. Le meilleur moyen d'illustrer ce navire, c'est de penser à une gigantesque bouteille thermos flottante. Au cours de son trajet depuis Trinidad à Boston, du gaz naturel liquéfié va s'évaporer. Cette évaporation va empêcher une montée de pression dans les réservoirs et permettre le maintien d'une basse température. C'est du méthane que nous réutilisons. Le gaz est récupéré par un petit compresseur et utilisé pour propulser le navire. C'est un processus très efficace. Et si les chaudières à vapeur tombent en panne, un système de secours prend la relève. Derrière moi, il y a ces 4 tours vertes. Ce sont des mâts de décharge obturables associés à chacun des 4 réservoirs de notre chargement. Au lieu de laisser la pression augmenter dans les cuves, ces mâts agiront comme des valves de sécurité et évacueront le gaz, qui se répandra ensuite dans l'atmosphère. Ces navires effectuent des traversées d'environ 5 jours et il faut 24 à 30 heures pour remplir ou vider les cuves. Nous déchargeons actuellement le navire. Derrière moi, vous voyez les tuyaux d'extraction. Une fois connectés à la tuyauterie du méthanier, le gaz sera pompé des cuves du navire pour être acheminé dans les réservoirs de stockage du port méthanier. Le gaz sera ensuite dirigé vers l'unité de regazéification qui va réchauffer le gaz liquéfié et l'injecter ensuite dans les tuyaux de réseau de distribution. Depuis ce terminal, nous fournissons 20% du gaz consommé en Nouvelle-Angleterre. Il sert à alimenter les foyers en chauffage pour des utilisations commerciales ou industrielles. Les demandes en gaz naturel étant en pleine croissance, la flotte de méthaniers doit suivre. Il y a 5 ou 6 ans, il existait environ une centaine de méthaniers. Aujourd'hui, ce chiffre est monté à 300. Et d'après nos estimations, il va continuer de croître. Mais comment manœuvrer un tel navire dans l'étroit chenal d'un port? Avec des remorqueurs surpuissants. Ils semblent minuscules en comparaison des porte-conteneurs, mais ils compensent leur petite taille par la puissance. Ces navires sont utilisés depuis plus de 200 ans. Mais ce n'est qu'en 1920, suite à l'addition de moteurs diesel, que ces navires sont devenus les remorqueurs que nous connaissons aujourd'hui. La production en masse des moteurs diesel a changé l'utilisation des remorqueurs. Leurs capacités se sont accrues, le système propulsif s'est amélioré, les remorqueurs ont des capacités que les autres navires n'auront jamais. Une autre addition des années 20 a changé la donne pour les remorqueurs. Ce sont les défenses en pneus. Aujourd'hui encore, ils sont protégés par des pneus de camions ou d'avions recyclés. Les performances des remorqueurs se sont également améliorées grâce à une autre innovation, la corde Spectra, plus légère et résistante que n'importe quelle autre corde au monde. En effet, une corde de 5 cm de diamètre peut supporter plus de 100 tonnes de pression avant de lâcher. Depuis des années, différents types de remorqueurs sont conçus pour des missions spécifiques. Les remorqueurs de haute mer sont généralement plus larges, afin de résister aux conditions marines. Les remorqueurs fluviaux sont conçus pour pousser des barges à contre-courant. Puis, il y a les remorqueurs portuaires, plus petits et maniables, afin de mieux manœuvrer dans les chenaux étroits. Ils sont incroyablement puissants. La taille ne fait pas la puissance. Un porte-conteneur de taille moyenne, si on le compare à un remorqueur,
a une puissance de 2 chevaux par tonne pesée par le bateau. Sur nos remorqueurs, nous avons 14 chevaux par tonne. Je vous laisse donc imaginer la puissance que ces bateaux sont capables de dégager. Ils me rappellent un peu des voitures tout-terrain, mais sur l'eau. Ils peuvent aussi bien tirer que pousser. Ils ne vont pas très vite, c'est vrai, mais ce n'est pas le but. Les remorqueurs construits par Foss Maritime sont réputés pour leur robustesse. Ils sont capables de développer une grande puissance de traction à point fixe, leur permettant ainsi de remorquer des bateaux qui font jusqu'à 1000 fois leur taille. Un remorqueur est alimenté par ses moteurs et générateurs, mais aussi par 2 propulseurs azimutaux. Chacun de ces 2 propulseurs est capable de tourner à 360 degrés. Ces propulseurs orientables offrent une grande maniabilité, car ils tournent dans n'importe quelle direction. Le commandant peut effectuer n'importe quelle manœuvre, de côté, en arrière, même en cercle. Ces possibilités sont primordiales lorsqu'on doit manœuvrer dans l'étroit chenal du port de Long Beach. Le navire que nous allons remorquer est un petit vraquier. Bien reçu. On va le tirer dans le chenal. Ce sera une partie de plaisir. Foss Maritime construit des remorqueurs de toutes les tailles pour les ports du monde entier. Et c'est dans celui de Long Beach que vous trouverez le plus récent, le plus puissant et le plus écologique. Le Caroline Dorothy est le premier remorqueur au monde à être équipé d'un moteur hybride. Nous passons 80% de nos journées à naviguer dans les ports, à 10% de notre potentiel. Ce n'est que pendant les 20% du temps restant, lorsque nous remorquons des navires, que nous avons besoin de toute notre puissance. Le moteur hybride du Caroline Dorothy est capable de produire 5080 chevaux. L'équivalent de 50 voitures de taille moyenne. Bien qu'il ressemble à un remorqueur banal vu de l'extérieur, de l'intérieur, il est bien différent. Le remorqueur hybride est équipé de 2 moteurs diesel capables de fournir 1800 chevaux chacun, ainsi que de 2 groupes électrogènes de 440 chevaux et de 10 tonnes de batterie. On peut fonctionner seulement avec les batteries ou y ajouter juste un générateur et atteindre une vitesse de 6 nœuds. Et on peut encore mieux faire en ajoutant le 2e générateur. Le remorqueur opère de la sorte une bonne partie de la journée. Et si à un moment il nous faut plus de puissance, on se sert des moteurs qui nous fournissent une puissance maximale. Nous avons estimé une réduction des émissions de 44% et de consommation de carburant de 20 à 30%. Nous sommes confiants et nous pensons faire encore mieux dans le futur. C'est beaucoup mieux que ce qu'on avait calculé à l'origine. On aimerait voir les moteurs à propulsion hybride se répandre. Je suis sûr que ça se fera. On est à la pointe de la technologie de notre industrie. C'est très gratifiant. Ces remorqueurs prouvent que la taille ne reflète en rien la puissance d'un bateau. En parlant de taille, notre prochain navire est capable d'accueillir plus de 4000 personnes. Quand on aborde le sujet des navires de taille exceptionnelle, peu supportent la comparaison face aux bateaux de croisière. Et les navires de la classe Freedom de la Royal Caribbean sortent clairement du lot. Le Liberty of the Seas se trouvait dans le port de Miami le jour où nous l'avons visité. Les mensurations du Liberty of the Seas sont assez impressionnantes. Déjà, il pèse près de 160 000 tonnes. Le paquebot mesure 340 mètres de long, monte à 60 mètres de tirant d'air et son maître-bau mesure 56 mètres. Cet énorme navire est 3 fois plus lourd que l'insubmersible Titanic, mais également plus large de 27 mètres, plus long de 60 et plus haut de 20. Et si on le comparait au Mayflower? Disons que 36 Mayflower pourraient être placés rien que sur le pont principal du Liberty of the Seas. Sa longueur équivaut à la hauteur de l'Empire State Building. Il est énorme. Et pour accueillir autant de passagers, l'équipage doit être conséquent.
Il y a 3600 passagers à bord pour 1300 membres d'équipage. C'est une véritable petite ville sur les mers. Et les membres d'équipage sont responsables de tout sur le navire. Il n'y a pas de repos pour eux lors d'une croisière. Le Liberty of the Seas est arrivé ce matin à 6 h et prendra la mer à 17 h. Donc, on n'a pas de temps à perdre. Pendant ces 11 heures de transition, l'équipage doit préparer les cabines des 3600 passagers et stocker assez de provisions pour nourrir 5000 personnes pendant une semaine. C'est ici que nous conservons les aliments et la boisson pour la croisière. Comme vous le voyez, il y a de quoi faire. Par exemple, nous avons près de 300 kg de sucre et 500 kg de farine pour les 7 prochains jours. Nous avons également 700 kg de viande fraîche et 87 000 bouteilles de bière, sans compter les fûts. C'est l'approvisionnement standard pour chaque croisière. C'est pas mal de travail. Pendant que les invités profitent du luxe à bord, le commandant de bord dirige ce mammouth sur l'océan. Ce navire se manœuvre comme un yacht. C'est un gros bateau qui est très lourd, mais aussi très puissant et surtout maniable. Il répond très rapidement aux manœuvres. C'est en partie dû aux 2 systèmes de pods propulseurs dont il est équipé qui lui permettent de manœuvrer dans n'importe quelle direction et donc de se passer de l'assistance des remorqueurs. Pour entrer et sortir des ports, rien de tel qu'un bon vieux volant. Nous dirigeons directement le paquebot d'ici, et si l'ordre est donné au timonier, il peut changer de cap en quelques secondes. Mais avant que le bateau ne quitte le port, un navigateur prévoit la route à suivre. Rien n'est laissé au hasard. Les calculs sont faits avant chaque départ. Nous préparons les itinéraires qui sont ensuite gérés par notre système informatique, mais l'officier de navigation doit préparer la route avant. Une fois le trajet entré dans l'ordinateur, la navigation est facile pour l'équipage. Lorsque nous quittons un port, c'est généralement en pilotage automatique. Nous n'avons rien à faire. Une fois sur l'océan, cette ville flottante peut atteindre une vitesse de croisière de 22 nœuds, soit 40 km/h. À cette vitesse, on peut même faire du ski nautique. Afin de conserver cette vitesse de croisière, le navire est équipé d'un impressionnant système diesel électrique. 6 moteurs et groupes électrogènes fournissent les 105 000 chevaux nécessaires à la propulsion du navire et à l'alimentation en électricité permettant aux voyageurs de profiter de la croisière. Les moteurs produisent l'énergie pour tout le navire et aussi celle qui fait avancer le bateau. Avoir 5000 personnes à bord, c'est l'équivalent de la population d'une petite ville. Et nous disposons donc d'une centrale électrique équivalente en puissance à celle qu'on trouverait dans cette petite ville. Dans la salle des machines, l'équipage peut superviser tout l'équipement technique du navire, comme celui permettant son alimentation en eau. Ce qui est exceptionnel, c'est que la majorité de l'eau que nous buvons et que nous utilisons dans nos piscines et nos douches est produite à bord. 2 systèmes de désalinisation à osmose inverse transforment plus de 2 700 000 litres d'eau de mer en eau douce tous les jours. Nous pouvons quitter le port sans eau douce. Une partie de cette eau sert à remplir les 3 piscines, les 6 jacuzzis, le parc aquatique, le simulateur de surf et au maintien de la patinoire. Mais si vous préférez rester au sec, ce gigantesque navire propose un grand nombre de restaurants, un terrain de basketball, un golf miniature, ainsi qu'un mur d'escalade. Et au centre du bateau, occupant près d'un tiers de sa longueur, se trouve un vaste atrium appelé la promenade royale. La promenade est si massive et ouverte que vous avez l'impression de vous balader dans les rues d'une ville. Et nos cabines de luxe donnent sur cette rue. Les bateaux conçus pour offrir un confort maximum à leurs passagers voient le jour au début du 19e siècle. Mais ce n'est qu'en 1950 que l'industrie de la croisière prend son essor. Un essor qui coïncide avec l'émergence du transport aérien. Alors que les passagers pressés choisissent la voie aérienne pour relier un point A à un point B, la croisière, elle,
est devenue la destination pour les passagers moins pressés. Royal Caribbean a vu le jour en 1968 et depuis cette époque, ses constructions ont doublé en taille tous les 10 ans environ. De sa conception à sa construction, il aura fallu attendre 4 ans avant que ce navire ne prenne la mer. Les paquebots de la Royal Caribbean sont déjà gigantesques. Mais ils seront bientôt rejoints sur les océans par des navires de croisière encore plus grands, capables de transporter 5400 passagers chacun. L'Oasis of the Seas et l'Allure of the Seas pèseront près de 220 000 tonnes. C'est la première fois que nous passerons la barre des 200 000 tonnes. Ces navires de croisière sont exceptionnels, mais incapables d'accomplir ce que le prochain navire que nous allons vous présenter est capable de faire. Chaque navire a une utilisation spécifique. Les porte-conteneurs, comme leur nom l'indique, transportent des conteneurs. Et les pétroliers, du carburant. Mais ce navire multifonction est capable de faire les deux. C'est le Carl Brashear de la marine américaine. Carl Brashear est le premier instructeur de plongée afro-américain de l'US Navy, le premier amputé à avoir été réintégré malgré son handicap. Le navire est tout neuf, il sort du chantier. Le commandement du transport maritime militaire américain lance la construction du Carl Brashear en septembre 2008. L'équipage du navire est composé de 124 marins civils, qui sont supervisés par 11 militaires. Le commandement du transport maritime militaire américain a fait construire ce navire pour ravitailler en carburant, en nourriture et en artillerie les navires qui sont en mission sur l'océan. Le Carl Brashear fait partie de la flotte de ravitaillement appelée TAKE, dont les navires sont parmi les plus perfectionnés. Les navires de cette flotte en général peuvent ravitailler n'importe quel navire en mer, que ce soit un navire de la marine américaine, un porte-avions, une frégate ou un sous-marin, et également les navires étrangers. Où qu'ils se trouvent, nous sommes là pour ravitailler nos collègues. Le transport de fret, de carburant et de palettes est une chose, mais le Carl Brashear excelle surtout dans le transfert des chargements vers un autre navire. Si tout se passe comme prévu, l'opération se déroule comme un ballet. L'avitaillement en mer implique de transférer des chargements d'un bateau à un autre alors qu'ils se tiennent à 60 mètres de distance, tout en gardant une vitesse moyenne de 25 km/h. On commence l'avitaillement en lançant cette ligne. C'est grâce à elle que le processus démarre. Le projectile se place au bout du M14 modifié et la ligne est reliée à notre projectile. Suite aux ordres du capitaine, nous donnons un coup de sifflet et quand les autres sont prêts, ils sifflent 2 fois et nous lançons ensuite le projectile sur leur pont. La corde est reliée à une résistante corde tressée, elle-même attachée à des câbles haute tension. Toute l'opération dépend de nos câbles. On les envoie à l'autre navire et quand on reçoit confirmation, on les programme à une certaine tension, environ 5 tonnes. Comme ça, ils sont bien tendus et costauds. Les câbles sont assez résistants pour supporter 4 tonnes de chargement. Pour les plus petits ravitaillements, le Carl Brashear peut également utiliser l'hélicoptère qui se trouve à son bord. Ce géant des mers dispose d'un espace de stockage de plus de 25 000 mètres cubes, l'équivalent d'un terrain de football sur 2 étages. Les 25 chariots élévateurs du Carl Brashear peuvent décharger 2500 palettes de nourriture, de fret et de munitions pour un seul ravitaillement. En règle générale, on ravitaille des autres navires en missiles, en bombes, en munitions. On transporte tout ce qui explose. C'est une de nos principales missions. Le Carl Brashear peut également transporter près de 4 millions de litres de carburant. On transporte 2 types de carburant, 70% de CDM et 30% de JP5. Le CDM est le carburant diesel qui alimente les navires. Et le JP5 est destiné aux appareils aériens, que ce soit des avions ou des hélicoptères.
Le navire peut pomper 10 000 litres de JP5 et 11 000 litres de carburant diesel par minute. Et si un navire a besoin de plus de carburant, le Karl Brashear peut lui transférer une partie de sa propre réserve de 4 millions de litres. Les manœuvres sont impressionnantes. Mais le mode de fonctionnement du Karl Brashear l'est encore plus. Le pont a été conçu pour être commandé par une seule personne. Nous n'opérons pas encore de la sorte, mais il a été conçu pour ça. On peut programmer une route et une fois sorti du chenal, on allume les ordinateurs et le navire suivra automatiquement les directions indiquées. Tout ce dont j'ai besoin pour diriger le navire est là. C'est très différent des navires qui sont dirigés par un gouvernail. On peut faire ce qu'on veut à partir de ces consoles. 4 autres consoles similaires sont situées ailleurs sur le navire. J'en ai une dans ma cabine également. Donc je peux contrôler la situation à tout moment. La salle des machines est presque entièrement automatisée. Nous sommes actuellement dans l'EOS, qui est la station de commande du bateau. Et là, je contrôle la salle des moteurs. Le deuxième moteur diesel est en marche. Et si je veux en démarrer un autre, je n'ai qu'à appuyer sur ce bouton. Notre but est d'accompagner la marine américaine. S'il y a un conflit, nous y serons. On approvisionnera les gars de la marine où qu'ils soient. Naviguer sur toutes les mers du monde sans être un navire de guerre comporte sa part de risques, certains plus grands que d'autres. Un pirate qui décide de s'attaquer à nous est complètement stupide. Le Karl Brashear est ultra sophistiqué à l'intérieur, mais ressemble à un navire traditionnel de l'extérieur. On ne peut pas en dire autant au sujet de ce navire, si avant-gardiste qu'il risque de redéfinir l'idée qu'on se fait des bateaux. Les navires exceptionnels ne voient pas tous le jour sur d'immenses chantiers navals. Certains naissent dans des garages tels que celui-ci, le comble de la recherche artisanale. Ce garage sert également d'atelier à Ugo Conti, un homme qui a rêvé d'un bateau au dessin radical. Son concept s'appelle le WAM-V, pour vaisseau modulaire adaptable aux vagues. L'idée d'origine de ce projet était de pouvoir suivre les vagues, un peu comme un surfeur le fait. En d'autres mots, l'idée de base était de décider à quel endroit de la vague se placer. Ça semblait fantaisiste, bien sûr. On avait beaucoup de travail parce qu'il y avait toute une technologie à développer et il fallait surtout beaucoup de moyens financiers. Après des années de développement et l'apport d'investisseurs, Ugo crée un prototype de 30 mètres de long appelé Proteus. Partout dans le monde, mon bateau fascine les gens. Ils l'appellent l'araignée des mers. Pour concevoir son bateau, Conti s'est inspiré des catamarans, puis a ajouté quelques trouvailles personnelles. Ses coques sont flexibles, tout comme sa structure et ses suspensions. Le navire s'adapte donc aux vagues, contrairement aux autres bateaux qui les subissent. Le bateau est équipé de ces 2 arches qui permettent aux 2 coques de bouger indépendamment l'une de l'autre au contact des vagues. Et le résultat est que notre cockpit n'est pas bousculé, parce que les coques encaissent les chocs ainsi que les arches. La structure centrale reste donc stable par rapport au mouvement de la mer. La légèreté du navire lui permet également de glisser sur les vagues. La structure centrale est en aluminium anodisé, la partie gonflable et les coques en textile de polyuréthane, et les amortisseurs sont en titane. Les coques sont gonflables et l'avantage est qu'elles sont souples. Cela leur permet d'absorber les vagues. C'est exactement le même principe que celui d'un pneu sur une voiture. Pour mieux nous expliquer la technologie derrière le WAM-V, Ugo nous expose sa dernière création, une version de 3 mètres de son invention. Comme vous le voyez, celui-ci a des ressorts
qui permettent, lorsqu'il est en mer et confronté aux vagues, de réduire le mouvement de la nacelle centrale qui se trouve ici. Les jointures en titane absorbent les chocs et ici, nous avons posé un autre type de ressort qui agit comme un amortisseur. Quelle que soit l'intensité du mouvement, les contraintes sur la structure sont amoindries. Si une grosse vague se présente, au lieu de la percer et créer beaucoup de résistance, ce qui pourrait mener à un retournement d'un bateau, ce qui arrive fréquemment au catamaran, notre coque fera comme ceci, elle se pliera, ce qui nous procure un grand avantage. Et si vous avez un accident ou que vous entrez en collision avec un autre bateau, il n'y aura aucun dommage sur votre bateau ni sur l'autre. Les compartiments moteurs du Proteus sont rattachés au flotteur par un système de charnière. Grâce à la charnière, on obtient ce mouvement. Donc, nos hélices ou notre jet restent dans l'eau quel que soit le mouvement de notre coque et celui des vagues. Le moteur est totalement indépendant des mouvements de notre coque. Si cette partie était rigide et que la coque montait, alors notre hélice ne serait plus dans l'eau et nous n'aurions plus de propulsion. Alors que le plus petit appareil sera équipé d'un compartiment informatisé, Hugo a équipé le Proteus d'un poste de commande modulaire, adaptable selon les besoins. Si vous faites des recherches scientifiques, vous voudrez que ce module soit un laboratoire chimique, un laboratoire biologique ou une plateforme pour les plongeurs. Sa capacité d'adaptation signifie que le Proteus peut servir à des fins diverses. Le plus intéressant est que le navire est équipé d'une grue portique. Le bateau peut donc se positionner au-dessus des rescapés en cas de mission de sauvetage. Grâce à notre grue, les gens sont hissés à bord comme avec un hélicoptère. Mais le Proteus offre l'avantage de pouvoir rester en mer beaucoup plus longtemps et plus éloigné des rivages que ces derniers, qui ont un champ d'action beaucoup plus réduit. Le navire pourrait également servir à la recherche dans les sanctuaires marins, qui sont des endroits très délicats. L'idée est d'avoir un navire qui ne soit pas polluant pour ces zones, ce qui est le cas du Proteus. Mon bateau est capable de faire ce que les autres sont incapables de faire. Ce serait bien d'en voir des pareils de tailles différentes. C'est ce que j'espère pour le futur. Le WAM-V est un parmi de nombreux concepts de navires révolutionnaires. Ce ne sont peut-être pas des navires, mais ces appareils ressemblant à des aéroglisseurs sont exceptionnels. À vitesse lente, les Hoverwings, comme on les appelle, glissent sur les rivières. Mais une fois les 88 km/h atteints, ils peuvent voler à 2 mètres au-dessus de l'eau. Pas mal pour un bateau qui ne vous coûtera qu'entre 10 000 et 14 000 $. Mais à ce prix, vous le recevrez en kit. Ce vaisseau de 5 mètres ne peut accueillir que 2 à 6 personnes pour l'instant. Mais augmenter sa capacité d'accueil, et peut-être que nous avons là le futur du transport maritime. En Australie, une compagnie de construction navale donne un nouveau type de voile à ses bateaux. Le Solar Sailor Company utilise des panneaux solaires afin de créer l'énergie suffisante à la propulsion de ses ferries de 100 passagers. L'énergie solaire seule suffit à propulser ces bateaux à une vitesse de 5 nœuds et peut atteindre les 10 nœuds. Ces panneaux sont capables de fournir 20% de l'énergie totale nécessaire. La prochaine étape est de créer des panneaux solaires identiques pour des navires de toute taille. Et si cela se produisait, alors les océans regorgeraient de bateaux aussi écologiques qu'exceptionnels.